l'essentiel est de bien comprendre que le déclin du capitalisme français est général. Il se manifeste sur tous les marchés, sur tous les continents, et n'a pas seulement un caractère économique, mais aussi un caractère militaire et diplomatique. On a beaucoup insisté ces dernières années, et surtout depuis 12-18 mois, sur l'impressionnante série de revers diplomatiques, politiques et militaires de la France en Afrique de l'Ouest. Depuis hier ou avant-hier, 2 pays supplémentaires ont demandé à la France de bien vouloir replier, faire ses bagages et ramener ses troupes, ses soldats en France, le Tchad et le Sénégal. Nouvelle illustration de cette crise profonde de l'impérialisme français en Afrique, qui mûrissait depuis des années, mais qui connaît une accélération tout à fait vertigineuse depuis moins de 2 ans. Mais il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. On en parle peu mais dans les médias, mais la situation de la France au Maghreb n'a cessé de se détériorer aussi. Maghreb qui est censé être une chasse gardée de l'impérialisme français. L'impérialisme français recule là aussi au profit de la Russie et de la Chine. En particulier, le gouvernement algérien, qui est assis sur d'énormes réserves d'hydrocarbures, comme vous le savez, a fait comprendre au gouvernement français qu'il n'avait plus l'exclusivité sur l'exploitation de ces hydrocarbures et sur les investissements dans les infrastructures, dans l'économie algérienne en général. En conséquence, la France n'est plus en situation de jouer le rôle d'arbitre entre l'Algérie et le Maroc sur la question épineuse du Sahara occidental, que se disputent le Maroc et l'Algérie. Et au lieu de la position d'arbitre et de fausse neutralité que la France a occupée pendant de nombreuses années sur cette question, elle a jeté son va-tout, elle a pris position pour le Maroc, elle soutient la position du Maroc sur le Sahara occidental, en échange des investissements, bien sûr, français dans le Sahara occidental, mais au risque d'abîmer encore plus sa position auprès du gouvernement algérien et d'accélérer le processus de distanciation de la bourgeoisie algérienne, du gouvernement algérien, des généraux algériens vis-à-vis de l'impérialisme français. Enfin, l'impérialisme français est en grande difficulté dans ce qu'il appelle les dom-toms, mais qui dans les faits ont toujours le caractère de colonie, si l'on tient compte du niveau de vie des masses, de la situation effroyable des services publics et des infrastructures, et enfin et surtout des rapports économiques réels entre ces territoires et la métropole qui soumet ces territoires à la domination exclusive d'une poignée de multinationales, de grands monopoles, qui font la pluie et le beau temps, et qui, comme vous le savez, on le voit avec la mobilisation des travailleurs de Martinique depuis le mois de septembre, soumet ces peuples à des prix 40%, 50%, 70% supérieurs à ceux de la métropole sur les mêmes biens de consommation. Le pillage de ces peuples. Et ces dernières décennies, il y a eu une série de crises sociales majeures dans les dom-toms. Non seulement la situation insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie, que l'impérialisme chinois a suivi avec intérêt, mais aussi des grèves et des mouvements de masse, comme en Martinique, depuis le mois de septembre. La crise du capitalisme français ne peut qu'aggraver la situation déjà intolérable dans les dom-toms et provoquer de nouvelles explosions sociales, ce qui aura 2 effets. Premièrement, on l'a vu par le passé, encourager la lutte des classes en métropole, parce qu'il y a des liens très forts entre la classe ouvrière de métropole et celle des dom-toms. Il y a des liens historiques. Et c'est comme un exemple qui est donné aux travailleurs de métropole. Deuxièmement, fragiliser le contrôle de Paris sur ces territoires qui ont pourtant une grande importance stratégique et géopolitique pour l'impérialisme français. À présent, j'en viens à la question des causes de ce déclin de l'impérialisme français. Quelles sont ces causes ?
Elles sont multiples. Et elles ne sont pas, encore une fois, à chercher uniquement en France. Parce que quand on parle de déclin relatif, ça implique aussi, je l'ai dit, la dynamique des autres puissances. Donc, une analyse exhaustive de cette question mériterait des chiffres, des faits, des comparaisons, ce que je ne vais pas faire ici, parce que je m'arrêterai seulement sur un élément central, important, dans le déclin de l'impérialisme français, dans les causes du déclin de l'impérialisme français, et qui n'est pas un élément strictement politique. Comme l'a dit, ça fait écho avec ce qu'a dit Fred ce matin, c'est un élément politique. Un élément central de ce déclin consiste dans les grandes traditions révolutionnaires de la classe ouvrière française, qui ont contraint ces traditions, la grande bourgeoisie française, pendant des décennies, à limiter les attaques dont elle avait besoin, objectivement, du point de vue de sa compétitivité, les attaques dont elle avait besoin contre les conditions de vie, contre les salaires, sur les conventions collectives, les attaques générales qui ont été lancées par d'autres puissances contre leur propre classe ouvrière, et la bourgeoisie française n'osait pas aller trop loin, non pas qu'elle n'ait rien fait, vous le savez. Il y a eu en particulier des privatisations massives et en particulier une série de contre-réformes sur les retraites. Mais comparativement à ce qu'ont fait les autres puissances européennes et autres, la bourgeoisie française a été ralentie, a été limitée par la crainte d'explosion sociale et de grandes luttes. Et ça a miné la compétitivité du capitalisme français à long terme, à force. Ces craintes de la bourgeoisie française sont complètement justifiées. La révolution de mai 68, la grève générale de mai 68 en particulier, a été un traumatisme pour la bourgeoisie française. Et souvenez-vous qu'elle n'a été sauvée que par la trahison et l'action des dirigeants du Parti communiste français et de la CGT de l'époque. Sans cela, le capitalisme aurait été renversé en France s'il y avait eu un parti révolutionnaire au lieu du PCF et de la CGT de l'époque. Depuis mai 68, la bourgeoisie française a donné plusieurs piqûres de rappel à la bourgeoisie. Grève générale de la fonction publique en décembre 1995. J'y étais, en tout cas, je n'étais pas en grève, j'étais très jeune, mais je m'en souviens. Cette grève générale de la fonction publique qui était en même temps une grève générale des étudiants, avait tout le potentiel pour un nouveau mai 68. Et la grève n'a été limitée à la fonction publique que par l'action des directions syndicales. Mais la bourgeoisie française voyait mai 68 revenir à l'ordre du jour. Mouvement de 2006 contre le contrat première embauche. Là aussi, un moment très difficile pour la bourgeoisie française, parce que c'est la seule victoire d'ailleurs, une des seules victoires de la dernière période. Pourquoi Chirac a reculé? Pourquoi le contrat première embauche, c'est-à-dire il s'agissait d'embaucher les jeunes pour favoriser l'emploi, pour favoriser leur insertion, il s'agissait de les embaucher à des conditions moindres, sans respect du code du travail qui s'appliquerait aux autres, mais pas aux jeunes. La jeunesse a fait complètement déborder le cadre syndical. Les directions syndicales ont perdu le contrôle de cette lutte. Ce n'était pas juste des journées d'action 2006. Je me souviens, la jeunesse, des assemblées générales massives dans les universités, votait « Aujourd'hui, on va aller dans telle entreprise, tel secteur public, telle gare, on va faire débrayer les ouvriers. » Et ils le faisaient. Ils allaient de gare en service public et ils faisaient débrayer les ouvriers. Autrement dit, le scénario, là aussi, d'une grève générale illimitée, malgré les directions syndicales, était à l'ordre du jour. Quand la bourgeoisie a vu ça, on retire le projet de réforme. Enfin, dernier avertissement, dernière piqûre de rappel douloureuse pour la bourgeoisie, le mouvement des Gilets jaunes, qui a placé, en particulier en décembre 2018, la France, nous l'avons écrit dans ces termes, au seuil d'une crise révolutionnaire. Et il aurait suffi que la CGT profite de cet élan explosif du mouvement des Gilets jaunes pour mettre à l'ordre du jour une grève générale, et une grève générale aurait très certainement pu
se développer. Rappelez-vous, 80%, 85%, je ne sais plus, des chiffres incroyables, des gens soutenaient le mouvement des Gilets jaunes. Voilà quelques exemples de pourquoi la bourgeoisie française a marché sur des œufs et limité les attaques pendant toute une période. Alors que dans d'autres pays, je l'ai dit, les gouvernements ont imposé des contre-réformes drastiques, plus drastiques. Ce fut le cas par exemple de l'Allemagne, au début des années 2000, sous la direction du gouvernement de Gerhard Schröder, social-démocrate, qui a attaqué les salaires, le compte du travail d'une façon très, très, très dure. Cette relative prudence de la bourgeoisie française était intenable à terme. Il fallait, de son point de vue, passer à l'offensive coûte que coûte. Le mandat de Sarkozy entre 2007 et 2012 a été une première étape dans ce sens. Puis, entre 2012 et 2017, la social-démocratie, le Parti socialiste, François Hollande ont pris le relais de la politique de Sarkozy, ont prolongé cette politique et ont mené des contre-réformes dans toute une série de secteurs, des contre-réformes drastiques, y compris la première loi travail. C'est-à-dire que c'est Hollande qui a inauguré de nouveaux fronts. Mais c'est l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, oui, qui a marqué l'accélération la plus nette de l'offensive du grand capital en France. Résultat, sur le plan économique, entre 2012 et 2022, l'écart entre les coûts unitaires du travail, ce qu'ils appellent le coût du travail, le prix de la force de travail si vous voulez, en termes marxistes, l'écart des coûts unitaires du travail en France et en Allemagne a été considérablement réduit. Donc, succès pour la bourgeoisie française, ils ont réussi à réduire l'écart. J'ai même lu un article qui affirmait complètement résorbé. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, clairement, ça s'est réduit. Mais ce qui est remarquable, c'est que malgré ça, le capitalisme français a continué à perdre des parts de marché. Et ce, pour une raison très claire. Les gains de compétitivité que vous réalisez sur le prix de la force du travail, c'est-à-dire les salaires, ou même, comme l'a dit Fred ce matin, sur l'intensité du travail, la pression que vous exercez sur la force de travail. C'est une chose. Mais ça ne suffit pas. Encore faut-il investir dans la production, moderniser l'appareil productif, introduire des machines plus productives. Or, c'est précisément ce que la bourgeoisie française s'est bien gardée de faire. Pourquoi ? Parce qu'elle était confrontée à un marché national saturé, à une crise de surproduction, et parce que le retard de la France sur ce terrain-là était trop important, vis-à-vis de l'Allemagne en particulier, dotée d'une industrie beaucoup plus moderne, d'une industrie de pointe. En conséquence, c'est ce qu'explique ça, que les profits réalisés par le capitalisme français grâce à la baisse du coût du travail se sont surtout traduits par des orgies de dividendes versés aux actionnaires. Chaque année, vous constaterez, si vous suivez la presse économique, chaque année, la France est championne d'Europe, pas de football, mais de dividendes, chaque année. C'est les premiers. Et ça vient de là. Par ailleurs, on peut faire la même remarque en ce qui concerne les exonérations fiscales. L'augmentation massive depuis 20 ans des exonérations fiscales aux entreprises et des subventions publiques, de l'argent public qui a été versé aux entreprises. Aujourd'hui, on s'imagine qu'il en a toujours été ainsi. Non, il n'a pas toujours été ainsi. C'est une politique qui a été mise en place au cours des 2 décennies, qui a augmenté systématiquement, au point qu'aujourd'hui, plus de 150 milliards d'euros par an sont versés directement dans les caisses des entreprises, et en général les plus grandes entreprises. À quoi il faut ajouter les 60 à 80 milliards d'euros d'évasion fiscale, qui viennent aussi de tous ces profits qui ne sont pas réinvestis dans la production et dans la modernisation de l'appareil productif. Tous ces chiffres soulignent le caractère complètement ou de plus en plus parasitaire du capitalisme français, qui est complètement drogué aux subventions publiques, et vous n'avez qu'à voir la réaction des patrons quand Barnier envisage de baisser un peu des exonérations fiscales ou de baisser un peu ceci, cela.
ils menacent de réduire le shoot, la drogue. Et là, ils sont tous en panique. Or, désormais, et c'est ça qui explique, pour une bonne part, la dette publique. Contrairement à ce qu'ils racontent, la dette publique, c'est les gens font n'importe quoi, on rembourse trop les gens vont trop chez le médecin, enfin vous connaissez toutes les histoires, à dormir debout, qui expliquent que les Français baignent dans le luxe, dans l'opulence, etc., que c'est insupportable. C'est pas ça, c'est les subventions massives. Aux 180 milliards, en fait 150 milliards par an, ajoutez ça au fil des années, vous avez la dette publique. 20 ans de ça, et vous avez l'état actuel de la dette publique, si je ne me trompe pas. Non. Si, à peu près, 150 fois 20, ça fait 3000, non? Enfin bon, bref, on fera des maths tout à l'heure. Donc, mais c'est simplement, la dette publique est un problème, désormais, problème que la bourgeoisie a elle-même créé, j'ai dit dans quel contexte, est un problème considérable, colossal, pour la bourgeoisie, problème auquel elle doit s'attaquer, pour des raisons qui ne peuvent pas vous échapper en ce moment, puisque vous voyez qu'il y a le début d'une augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État françaises, c'est-à-dire du taux auquel l'État emprunte sur les marchés en Chine, chinois, américains et autres. Et avant même que la dette de la dette publique s'accélère ces derniers jours dans le contexte politique que vous savez, les prédictions qui étaient donc relativement optimistes au regard de la situation actuelle, les prédictions des économistes disaient, on l'a publié récemment dans un article, que le seul paiement de la charge de la dette, c'est-à-dire des intérêts de la dette, devrait atteindre 55 milliards d'euros en 2025, puis 70 milliards d'euros en 2027, et finalement 100 milliards d'euros en 2028. C'est-à-dire, et ça c'est dans un scénario un scénario moyen, ni trop optimiste, ni trop pessimiste. Ça ferait ce que Fred disait au sujet des Américains, des États-Unis, des perspectives qu'il donnait pour les États-Unis ce matin, ça ferait du paiement des seuls intérêts de la dette publique le premier budget de l'État français. Ceci est tout simplement intenable. Et d'autant plus que ces taux d'intérêt peuvent brusquement augmenter dans les jours et les semaines qui viennent. Quelle est la seule solution pour la bourgeoisie? Parce qu'il n'y en a qu'une. C'est simple. Vous le savez, augmenter les impôts qui pèsent, pas sur les riches bien sûr, mais sur les pauvres et la classe moyenne. Et dans le même temps, couper massivement dans les dépenses publiques, mais surtout et uniquement dans les dépenses sociales, et non pas, évidemment, dans les subventions massives aux entreprises, il n'en est pas question. Donc, faire porter tout le poids de l'austérité sur la classe ouvrière et la classe moyenne. C'est le projet, c'est le plan, et la bourgeoisie n'a pas d'autre programme. Et elle doit l'appliquer le plus rapidement possible. Mais la bourgeoisie a un problème, et je l'ai déjà évoqué, c'est la classe ouvrière française et ses traditions de lutte. Or, depuis 2008, j'ai dit la classe ouvrière, la bourgeoisie a limité les coûts qu'elle portait, mais elle en a porté quand même. Elle en a porté plusieurs. Et puis il y a eu le chômage, et la précarité, et la stagnation économique, la pauvreté qui augmente. Tout ceci a eu déjà depuis 2000 l'inflation, qui a beau avoir baissé sur pas mal de produits, dans la mesure où les salaires ils n'ont pas augmenté dans la même proportion depuis, c'est une baisse nette, absolue, du pouvoir d'achat de millions de ménages. Tout ceci donc a provoqué les luttes et a provoqué de grandes mobilisations, mais aussi une polarisation politique croissante et une crise de régime qui a franchi un nouveau seuil en juin dernier avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut bien comprendre que cette crise de régime s'enracine dans la crise du capitalisme français en général.
C'est pas, comme on l'entend parfois, vous avez l'impression, quand vous écoutez les éditorialistes sur des chaînes BFM, CNews, etc., que la crise de régime serait la 5e République est vérolée. Elle ne correspond plus à la culture politique actuelle, ou c'est une erreur de Macron, c'est Macron qui a déconné, etc. Non, la crise de régime est un phénomène beaucoup plus sérieux que ça, qui plonge ses racines dans l'évolution du capitalisme français depuis des décennies. La stagnation économique, le chômage de masse, les contre-réformes et les politiques d'austérité ont détruit la mécanique bien huilée de l'alternance. Vous voyez l'alternance. Ça, c'était un gage de stabilité du régime. La droite attaque les travailleurs votent pour la gauche. Mais comme c'est une gauche social-démocrate qui fait comme la droite, elle déçoit, la droite revient au pouvoir. Et vous avez ce mouvement de balancier qui permet de donner à tout le monde l'impression que c'est une démocratie, puisque si vous n'êtes pas content avec la droite, vous pouvez voter pour la gauche. Si vous n'êtes pas content de la gauche, vous revotez pour la droite. Et ceci garantissait une relative stabilité du régime, dans un contexte où la direction du Parti socialiste était fermement sous le contrôle de la bourgeoisie. En tout cas, oui, faisait la politique de la bourgeoisie. C'est fini. C'est terminé. Les républicains se sont effondrés. Le Parti socialiste s'est effondré. Et le centre s'est recomposé autour du macronisme, qu'il a emporté en 2017, certes, mais qu'il l'a emporté sur fond de polarisation massive sur la gauche, à travers la France insoumise, et sur la droite, à travers le Rassemblement national. Cette polarisation s'est encore accentuée en 2022, et malgré la victoire de Macron à la présidentielle de 2022, il s'est retrouvé sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, précisément du fait de cette polarisation. Et son gouvernement, à partir de 2022, ne devait sa survie qu'au bon vouloir des députés républicains. Lesquels députés républicains ont décidé au printemps dernier que ça n'était assez, qu'ils ne pouvaient plus soutenir ce gouvernement sans se faire du mal à eux-mêmes. Et donc ils ont annoncé au printemps dernier, au mois de mai, au mois d'avril, ça commençait à se murmurer, puis ça se disait de plus en plus fort que les républicains allaient voter la censure. Donc, tout ça pour dire que si Macron a dissous l'Assemblée nationale, ça n'est pas, comme le disent les médias, comme on le lit à longueur d'interviews, un acte irresponsable, irrationnel, incroyable d'Emmanuel Macron. Macron a simplement pris les devants d'une situation qu'on allait lui imposer par une motion de censure. Le résultat, vous le connaissez, les élections législatives anticipées ont donné une minorité encore plus relative aux macronistes. Ils auraient pu prendre une défaite, les macronistes auraient pu prendre une débâcle sans le Front républicain, sans le scandaleux soutien du nouveau Front populaire aux macronistes. L'opération du nouveau Front républicain, qu'est-ce que c'est? Vous avez remplacé des députés RN par des députés macronistes. Voilà, c'est formidable. Donc, et tout ça en jetant une énorme confusion dans la conscience des travailleurs, en refusant de tracer la ligne de classe qui ne se situe pas entre les macronistes et le Rassemblement national. Mais malgré ce soutien, ce cadeau des dirigeants du nouveau Front populaire aux macronistes, ils se sont retrouvés encore plus minoritaires et, comme vous le savez, ils dépendent désormais non plus des Républicains, ou non plus seulement des Républicains, mais, pour leur survie, du Rassemblement national. Cette situation inédite est extrêmement fragile, nous l'avons dit dès la dissolution de l'Assemblée nationale, d'ailleurs. Et la situation actuelle est très très fragile. Pour le comprendre, il suffit de citer quelques sondages récents. Opinion favorable à Michel Barnier, Premier ministre. 45% en septembre, 40% en octobre, 36% en novembre. Fred parlait de la rapidité avec laquelle les politiciens chutent dans l'opinion. C'est un cas de figure. Macron, 22% d'opinion favorable à ce jour. Mais surtout, 53% des sondés souhaitent la chute du gouvernement, dont 67% des électeurs du Rassemblement national. Voilà l'élément central dans les calculs de Marine Le Pen.
Elle vous parle de ces lignes rouges, je ne veux pas que ce budget attaque le pouvoir d'achat des Français. Tout l'objet de ce budget est d'attaquer le pouvoir d'achat des Français. Donc elle se moque du monde. Sa vraie ligne rouge, c'est quand est-ce que je me retrouve à sacrifier mon électorat pour le compte du gouvernement Barnier. Il faut tenir compte, comme on l'a expliqué, des contradictions internes à l'électorat du Rassemblement national. Une fraction des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national aux dernières élections est constituée, oui, de petits bourgeois archi-réactionnaires qui soutiennent les politiques d'austérité, à condition qu'elles ne les frappent pas eux, mais les fonctionnaires, les chômeurs, les immigrés, les feignants, enfin vous connaissez la liste. Mais ces 20 dernières années, le Rassemblement national a aussi et a surtout progressé dans les couches de la classe ouvrière qui sont écœurées par les trahisons successives des dirigeants réformistes au pouvoir. C'est désormais cet électorat ouvrier, la majorité de l'électorat du RN. Par exemple, au premier tour des élections législatives de juin dernier, parmi tous ceux qui ont pris part au vote, plus de 50% des ouvriers de l'industrie ont voté pour le Rassemblement national. Plus de 42% des ouvriers du privé ont voté pour le Rassemblement national et 38% des fonctionnaires, contre 17% en 2017. Cette élection de 2024 a marqué une énorme progression. Il faut prendre acte du Rassemblement national dans cet électorat. Et bien sûr, ça renvoie aux trahisons, aux capitulations et aux oscillations de la gauche qui en est responsable. Il est vrai que ces chiffres ne concernent que les électeurs qui ont pris part au vote. Et c'est très important de le préciser parce qu'en réalité, 45% des travailleurs n'ont pas pris part au vote. Ils constituent le groupe le plus important. C'est le parti le plus important, c'est les abstentionnistes, ceux qui rejettent l'ensemble du système. Il n'empêche, ce sont les travailleurs qui pèsent le plus lourd désormais dans l'électorat du RN. Or, cet électorat n'est pas solidement, définitivement acquis au Rassemblement national. Et il peut très bien, une fraction de cet électorat, partir vers l'abstention ou même vers la France insoumise si Marine Le Pen est perçue comme un soutien, trop longtemps, trop clairement, comme un soutien d'un gouvernement qui mène la même politique que Macron. Dans un sondage récent publié par Le Monde, 25% des électeurs du Rassemblement national aujourd'hui considèrent que le principal opposant au gouvernement Barnier, c'est le nouveau Front populaire. Ça, c'est une alerte rouge pour Marine Le Pen. Parce que si plus elle va tarder à renverser ce gouvernement, plus ce chiffre va augmenter, évidemment. Voilà ce qui explique les menaces de plus en plus nettes des chefs du RN ces derniers jours. Est-ce que ces menaces seront mises à exécution ? Ou plutôt, quand seront-elles mises à exécution? On le saura très vite et ça ne sert à rien de spéculer aujourd'hui là-dessus, puisque dans 2 jours, on aura déjà une première réponse. L'essentiel est de comprendre les contradictions fondamentales qui sont à l'œuvre et les perspectives qui en résultent. Vous connaissez l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». En fait, tous les chemins, tous les scénarios, quels qu'ils soient, mènent à la chute du gouvernement, sinon dans les jours qui viennent, du moins dans les mois qui viennent. Dans l'immédiat, le gouvernement et ses soutiens s'efforcent de faire pression sur le RN en essayant de lui faire porter d'avance la responsabilité d'une augmentation brutale des taux d'intérêt de la dette si jamais le gouvernement tombe. Mais c'est un argument un peu désespéré. D'abord, les taux d'intérêt de la dette française avaient déjà commencé à augmenter avant que Marine Le Pen ne hausse le ton. Mais surtout, ce n'est pas un argument qui est de nature à convaincre les électeurs du Rassemblement national. Qu'est-ce qui est dit, M. Barnier, au fond? Il nous explique en gros que si son gouvernement tombe, il y aura une tempête financière et donc derrière des politiques d'austérité drastiques. En effet, c'est possible, c'est la perspective. Et si son gouvernement ne tombe pas, eh bien, nous dit M. Barnier, il y aura une politique d'austérité drastique pour éviter la tempête financière. Alors, c'est un drôle de choix. Voilà où il en est le gouvernement. Il nous dit, avec moi, ce sera très dur, sans moi, ce sera pire. Ce n'est pas du tout convaincant pour la masse des travailleurs, dont beaucoup considèrent que leur situation est déjà intolérable et qui se demandent, comme les Trumpistes, comme les électeurs de Trump aux États-Unis, de nombre d'électeurs de Trump aux États-Unis, comment ça peut être pire que ce que je vis aujourd'hui. Donc c'est désespéré comme argument.
Quel gouvernement remplacera celui de Barnier lorsqu'il tombera? Là aussi, inutile de spéculer, on doit se concentrer sur les processus fondamentaux qui peuvent se frayer leur voie à travers toutes sortes de scénarios différents. Je prendrai quand même juste l'exemple, parce qu'il permet d'illustrer le processus fondamental, l'exemple de ce qu'a proposé Boris Vallaud, c'est-à-dire le chef du groupe parlementaire du Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Il propose un gouvernement appuyé sur un nouveau socle commun qui irait de la France insoumise jusqu'aux Républicains. Alors, ça supposerait, entre autres choses, une capitulation complète de la France insoumise, c'est-à-dire que Mélenchon donne les clés à Marine Le Pen de l'Élysée, en disant finalement ce sera vous. On ne sait jamais avec Mélenchon, mais là quand même, lui-même d'ailleurs immédiatement a dit pas question, qu'est-ce que c'est, trahison, etc. Mais à vrai dire, Boris Vallaud s'attendait à cette réaction de Mélenchon. Ce qu'il voulait dire, c'est un socle commun qui irait de l'aile droite du nouveau Front populaire, PS, Verts, PCF, jusqu'aux Républicains. Et d'un point de vue arithmétique, si vous prenez la composition de l'Assemblée nationale, oui, ça tient. Si vous prenez l'Assemblée nationale, vous enlevez l'AFI et le RN, il vous reste 350 sièges. Il en faut 288 pour être majoritaire. Voilà, d'un point de vue arithmétique, ça marche. D'un point de vue politique, c'est impossible. Ça ne tient pas davantage aujourd'hui que ça n'a tenu cet été, puisque c'est exactement ce que proposait Macron cet été. Pour une raison simple, si ce que propose Boris Vallaud était mis en œuvre, un accord entre le PS, les Verts, le PCF, les macronistes, les Républicains, même à supposer qu'un certain nombre de ces gens-là n'y aillent pas, ça apporterait immédiatement des centaines de milliers, si ce n'est des millions de voix, au Rassemblement national d'un côté et à la France insoumise de l'autre. Ce serait ça le résultat net d'une telle opération. Un peu comme ce qu'expliquait Fred ce matin avec Mélanie. C'est la seule qui n'était pas au pouvoir. Elle est passée de 4% au poste de Premier ministre. Et ils le savent. Si bien qu'en réalité, Boris Vallaud, il faisait juste une petite manœuvre à 2 francs 6 sous dont j'ignore quel est l'objectif, mais il ne croit pas lui-même à ce qu'il propose, sans doute. En tout cas, cette proposition, ses chances de succès sont très minimes. Une chose est sûre, lorsque ce gouvernement tombera, la pression va s'accroître brutalement sur l'homme le plus détesté du pays, j'ai nommé Emmanuel Macron. Les dirigeants du RN et de l'AFI, entre autres, réclameront toujours plus fort, et ils ont commencé, vous l'avez vu, la démission de Macron et l'organisation d'élections législatives, d'élections présidentielles anticipées avant les élections législatives qui, vous le savez, ne peuvent être organisées du fait de la Constitution qu'en juin prochain, ou juillet. Un sondage de BFM dit 63% des sondés souhaitent la démission de Macron si le gouvernement tombe. Et même les stratèges de la bourgeoisie sont divisés sur cette question. C'est intéressant d'écouter leurs arguments. Et ça exprime la division de la bourgeoisie en général. Certains font valoir que les élections présidentielles anticipées, c'est bien parce que ça permettrait, d'abord Macron est totalement discrédité, ça fait tâche, mais ça permettrait un président avec une autorité qui vient d'être élu, etc., d'avoir des élections législatives dans la foulée où peut-être on aura plus clairement une majorité, puisque c'était ça un peu l'idée. Élection présidentielle, le parti qui l'emporte, derrière, il rafle les élections législatives. D'autres stratèges de la bourgeoisie disent même pas sûr. C'est même pas sûr que le président élu ait une majorité derrière. Et puis ils disent, le deuxième problème, c'est qu'une élection présidentielle, dans le contexte actuel, dans le contexte de polarisation, ça va se jouer entre Mélenchon et Marine Le Pen, si c'est Marine Le Pen, mais je pense que les juges auront tiré les leçons de l'élection présidentielle américaine et ne vont pas prendre le risque de l'écarter de la course à la présidentielle, on verra. Que ce soit elle ou Bardella, ça ne change rien. C'est entre les deux que ça va se jouer. Entre le RN et la France insoumise. Alors bien sûr, face à l'alternative France insoumise et Rassemblement national, la bourgeoisie, sur un deuxième tour, la bourgeoisie soutiendra le RN contre la FI. On l'a vu déjà aux élections législatives, c'était parfaitement clair, ce sera encore plus clair. Pour autant, un gouvernement dirigé par le RN n'est pas le scénario idéal pour la bourgeoisie française. Pourquoi? Elle s'y prépare depuis des années, faute d'alternative, parce qu'elle voit bien venir la chose. Mais le RN au pouvoir serait une grande source
d'instabilité politique et sociale. Soit dit en passant, c'est cette perspective terrorise les dirigeants de la CGT. C'était parfaitement clair lors des élections législatives où Sophie Binet a soutenu de toute son âme le Front républicain, le soi-disant Front républicain contre l'extrême droite, non pas, comme elle le prétendait, parce qu'elle redoutait l'avènement du fascisme en France, mais parce qu'un gouvernement du Rassemblement national aggraverait l'instabilité politique et sociale, ça exercerait une pression croissante sur les dirigeants de la CGT pour qu'ils organisent la lutte. Et la plus grande crainte des dirigeants de la CGT, c'est une explosion sociale qui échappe à leur contrôle. Mais la vérité, c'est qu'avec ou sans Marine Le Pen, la crise du capitalisme, la polarisation sociale oriente le pays vers une situation où la CGT ne pourra plus contrôler les luttes sociales à coup de journées d'action stériles. J'en dis pas plus sur le mouvement syndical, d'abord parce que j'ai fait trop long déjà, en tout cas j'ai plus beaucoup de temps, et puis parce que je sais que des camarades vont prendre la parole là-dessus. Je reviens juste sur la perspective d'un gouvernement du Rassemblement national. Des stratèges de la bourgeoisie française cherchent à se rassurer par rapport à ce que je viens de dire, l'instabilité que ça créerait, etc., en citant l'exemple du gouvernement de Giorgia Meloni en Italie, qui, c'est vrai, a pu mener la politique de la bourgeoisie italienne sans provoquer d'explosion sociale, pour l'instant. Je ne dis pas que c'est impossible en France, mais à ce stade, c'est une perspective très abstraite, pour une série de raisons qui tiennent à la situation immédiate de l'économie française, dont j'ai parlé au début, qui tiennent également à la courbe actuelle de la lutte des classes en France, et qui tiennent à la situation au sein du mouvement ouvrier. Par exemple, il n'y a pas de France insoumise ou d'équivalent en Italie, et la situation de la CGIL et de la CGT en Italie ne sont pas tout à fait les mêmes. Un ensemble de choses qui font que cette analogie entre Meloni et un gouvernement Le Pen est un peu abstraite. Dernier élément, Meloni était relativement inconnue avant d'arriver au pouvoir. La famille Le Pen a une réputation pour le moins sulfureuse dans l'histoire de la gauche française. En tout cas, dans l'histoire au regard du mouvement ouvrier français. Bref, c'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est tellement pas la même chose que la victoire du Rassemblement national est certes le plus probable par rapport à une victoire de la France insoumise, mais on ne peut pas non plus, on ne devrait pas exclure dans nos perspectives que ce soit Mélenchon qui remporte une élection présidentielle anticipée. Pourquoi ? Parce que le processus de polarisation politique se poursuit vers la droite, mais aussi vers la gauche, en dépit des erreurs de Mélenchon, qui sont des erreurs sérieuses, on l'a dit, la NUPES, le NFP, tout ça, mais qui ne sont pas des erreurs aussi décisives et irréversibles que les capitulations passées d'un Tsipras en Grèce, d'un Sanders aux États-Unis, d'un Iglesias en Espagne ou d'un Corbyn en Grande-Bretagne. Mais j'en dirai pas plus sur cette question quand on verra bien le moment venu comment les choses se présentent au seuil de la prochaine élection présidentielle. Dans l'immédiat, et pour avancer vers ma conclusion, le plus important de notre point de vue, du point de vue de la construction du Parti communiste révolutionnaire, c'est la façon dont la crise du capitalisme, dans toutes ses dimensions, se reflète dans la conscience politique des différentes couches de la jeunesse et de la classe ouvrière. Et en particulier dans la couche de la jeunesse la plus radicalisée, vers laquelle nous nous tournons, et à partir de laquelle nous allons construire les forces du Parti communiste révolutionnaire dans la période qui vient. Nous discuterons demain des méthodes de travail, de nos priorités et de nos tâches organisationnelles. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cette discussion, nous devons bien comprendre l'évolution du rapport de la jeunesse la plus radicalisée à l'ensemble des organisations, c'est-à-dire réformistes ou ultra-gauchistes. Organisations de gauche. Les deux choses sont liées, bien sûr. C'est bien simple. Plus la crise du capitalisme se prolonge et s'intensifie, moins les programmes réformistes, y compris celui de la France insoumise, peuvent convaincre, susciter l'enthousiasme et l'adhésion de la fraction la plus radicalisée, la plus révolutionnaire de la jeunesse.
Ça ne veut pas dire que ces jeunes ne vont pas voter pour Mélenchon. Ils vont, la majorité d'entre eux, sans doute, voter pour Mélenchon dans le cadre d'une élection où vous avez le choix entre Mélenchon, le macroniste et Le Pen. Vous votez Mélenchon, le soutien critique. Ils vont faire un soutien critique eux aussi. Mais, dans le même temps, un nombre croissant de ces jeunes cherchent et chercheront une organisation dotée des idées, un programme doté. Oui, une organisation dotée d'un programme beaucoup plus radical que celui de la France insoumise. C'est précisément pour cette raison que nous fondons le Parti communiste révolutionnaire. C'est vers cette jeunesse que nous nous tournons. On s'adresse à elle directement, le plus directement possible, avec une organisation, un programme, des méthodes et des idées authentiquement révolutionnaires. Ceci dit, nous devons garder le sens des proportions. Nous ne sommes pas en capacité, dans l'immédiat, de gagner l'ensemble des jeunes, même de cette petite minorité, de jeunes qui s'orientent, comme on dit, vers le communisme, ou vers les idées du communisme. On ne peut même pas ambitionner d'en gagner dans l'immédiat la majorité, ni même une grande minorité. On ne peut gagner qu'une minorité d'une minorité. L'échelle, pourquoi? L'échelle du processus de radicalisation, quand bien même il s'agit d'une minorité, l'échelle du processus de radicalisation dépasse très largement l'implantation et la taille de notre organisation. Il est vrai que ça nous ouvre d'excellentes perspectives de croissance, à condition qu'on travaille correctement. Mais dans le même temps, ça signifie que d'autres organisations qui se réclament du communisme ou de la révolution, d'organisations radicales, seront en mesure de cristalliser, elles aussi, une partie de la couche radicalisée qui cherche à s'organiser. Autrement dit, on doit s'attendre à une croissance des organisations ultra-gauchistes, comme c'est le cas, vous le savez depuis quelques années, de Révolution permanente. Il est vrai que ce n'est pas une organisation marxiste digne de ce nom. Il est vrai qu'elle multiplie les erreurs ultra-gauchistes et opportunistes, mais malgré cela, et en un sens grâce à cela, elle pourrait grandir assez rapidement dans la période à venir. À ce propos, il faut apporter une précision à ce qu'on a écrit récemment à ce sujet. Dans un précédent document, on a souligné que Révolution permanente suivait la même voie que celle empruntée par le NPA pendant des années. Ce qui s'est assez mal terminé pour le NPA, comme vous le savez. C'est vrai de manière générale. Mais on doit être concret et tenir compte de la spécificité de la période actuelle. Lorsque l'ancienne Ligue communiste révolutionnaire a lancé le NPA, en 2009, elle espérait profiter du discrédit qui frappait les dirigeants du Parti socialiste et du Parti communiste français, discrédit qui était profond. Malheureusement pour les dirigeants du NPA, au moment même où ils fondaient leur nouveau parti, Mélenchon quittait le Parti socialiste et fondait le Front de gauche avec le Parti communiste français et poussait l'ensemble vers la gauche. Très vite, le Front de gauche a cristallisé le processus de radicalisation qui se développait dans la jeunesse et ruiné du même coup les rêves de grandeur du NPA. Ce processus fut encore plus clair en 2016 et 2017 avec l'ascension de la France insoumise qui avait énormément de succès dans la jeunesse. Camarades qui étaient là, quand on faisait les meetings de la France insoumise à la présidentielle de 2016, enfin la campagne 2016-2017, vous aviez des dizaines de milliers de jeunes de 18 ans, 17 ans, 20 ans qui arrivaient et qui avaient énormément d'illusions, forcément, dans la France insoumise. Ce qui, là encore, contredisait les perspectives du NPA qui s'attendait à un effondrement des réformistes et à une croissance rapide de leur organisation. Aujourd'hui, la situation n'est plus tout à fait la même. Il y a beaucoup moins d'illusions dans la France insoumise, parmi les jeunes les plus à gauche, ce qui ouvre durablement un espace aux organisations qui se réclament, à tort ou à raison, du communisme ou de la révolution. À terme, bien sûr, les erreurs ultra-gauchistes et opportunistes leur coûteront cher, provoqueront des crises internes, mais ce ne sera pas forcément le cas dans l'immédiat. Et ça aura pour effet d'exercer une pression sur nos propres camarades, qui seront parfois tentés d'imiter les méthodes erronées des organisations sectaires qui ont le plus de succès. Nous devons résister collectivement à ces pressions. Nous en tenir à nos méthodes et à nos idées. La plus grande flexibilité tactique est nécessaire, oui,
aucun doute, et l'internationale communiste révolutionnaire a de grandes traditions en matière de flexibilité tactique. En témoigne le tournant communiste, auquel les sectes ne comprennent strictement rien d'ailleurs, ils pensent qu'on a pété un plomb. Non, la flexibilité tactique, ça nous connaît. C'est un atout, mais ce n'est pas le seul atout de l'ICR. L'autre atout, c'est les idées. La flexibilité tactique ne vaut rien sans la plus grande fermeté sur les idées, les principes, le programme révolutionnaire. L'un sans l'autre ne servent à rien. Nous avons les deux, nous devons conserver les deux, maintenir les deux, les développer. Et sur cette base, nos succès, notre croissance et notre victoire sont garantis. Merci.